Bonjour Corinne Lepage, Bonjour. ancienne ministre de l'Environnement, présidente de CAP 21, Rassemblement citoyen. C'était il y a 30 ans, très exactement. Le monde découvrait ces images. C'était Tchernobyl, 1h23 du matin, ce 26 avril 1986, la plus grande catastrophe du nucléaire civil. Et on voit au lendemain le KGB qui raconte, à travers ces images, ce qu'a été cette catastrophe qui va toucher et contaminer les 3/4 de l'Europe à la suite d'un test de sûreté, l'explosion de ce réacteur. Et aujourd'hui, l'interrogation, 30 ans après, Corinne Lepage, que reste-t-il de Tchernobyl ? Il reste un amas de ferraille parce que le premier sarcophage est en très très mauvais état. On est en train de construire le second. Ça aura coûté probablement autour d'1,5 milliard d'euros, dont la plupart des euros payés par les Européens. Il reste des zones totalement interdites et la ville de Pripyat qui, lorsqu'on y va, montre ce que serait l'humanité sans les humains. Puisque ça fait 30 ans qu'il n'y a plus personne. Une sorte de Pompéi contemporain. C'est ça, c'est vraiment très très impressionnant. Et puis, des contaminations qui restent, des enfants à Ivankov, à côté, 30 km, dont 80% de la cohorte sont considérés comme des victimes de Tchernobyl aujourd'hui même. Oui, Tchernobyl, on en a tiré toutes les leçons, Corinne Lepage ? On a tiré des leçons, mais certaines ne pouvaient pas l'être parce que, tout simplement, toutes les centrales qui étaient déjà construites, ce qui était le cas en France ou en projet, elles ont été conçues avant Tchernobyl et pas après. Et par voie de conséquence, on ne pouvait que rajouter quelque chose, mais pas changer la conception même des centrales. Oui, Tchernobyl a été aussi l'inauguration du mensonge, de la suspicion sur ce que dit le nucléaire, puisque on a menti. L'Union soviétique à l'époque a menti et la France a menti à ses citoyens. Oui, moi je dois dire que j'ai été scandalisée et franchement très attristée parce qu'il se trouve que ma vie professionnelle fait que j'ai été en Allemagne et en Hollande juste le 28-29 avril, que j'ai vu les mesures que les autorités allemandes et hollandaises prenaient pour leur population. Des choses toutes simples qu'on aurait pu faire chez nous, faire en sorte de ne pas aller dans les stades, de ne pas courir dans la rue, de ne pas mettre les enfants dans les bacs à sable, d'arrêter de manger des produits frais, salade, lait, fraises, etc. Moi, je l'ai fait pour mes enfants, je l'ai dit à toutes les jeunes femmes, puisque j'étais jeune à l'époque, que je connaissais, mais on ne l'a pas dit à toutes les Françaises, non, et ça, c'est scandaleux. On a dit, et c'est resté fameux, notamment le professeur Pellerin, que le nuage avait contourné la frontière. Oui, on a menti pendant 15 jours, et M. Pellerin est arrivé ce samedi matin, après qu'une de vos consoeurs, Corinne Lallot, ait eu pour la première fois le courage d'aller à la frontière franco-allemande avec 2 laitues et un compteur Gégère en disant « celle-là on mange, celle-là on ne mange pas, pourquoi ?» Le lendemain, Pellerin est venu à la télévision et a reconnu que le nuage avait bien traversé la France. Parce qu'il l'a traversé. Oui, il a traversé la France. Oui, bien sûr. Il a touché la France. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on peut être sûr que l'on dit la vérité quand on a menti. Vous savez, le nucléaire n'est pas un domaine de transparence, par définition. D'abord, il est lié au militaire. Et deuxièmement, les autorités ont trop peur que les gens se posent trop de questions. Et vous vous rendez compte qu'il aura fallu attendre 2016 pour entendre l'autorité de sûreté nucléaire, M. Chevet, dire avec beaucoup d'honnêteté qu'un accident nucléaire n'était pas impensable en France. C'est-à-dire un Tchernobyl français est possible. Heureusement peu probable, mais pas impossible, oui, bien sûr. Bien sûr, d'autant plus que nous avons des centrales vieillissantes, nous avons des centrales qui sont très mal placées, parce que les sites ont été choisis pas du tout en fonction des risques potentiels, mais en fonction de la facilité d'acquérir les terrains, ce qui est d'une bêtise absolue, mais c'est comme ça que ça a été fait. Et aujourd'hui, ces centrales vieillissantes, les gros problèmes financiers d'EDF font qu'on peut craindre sur la réalité des investissements faits pour assurer la sûreté. On n'a plus les moyens d'entretenir la sûreté nucléaire ? Pendant 10 ans, EDF a fait beaucoup d'investissements ailleurs, mais pas en France. Ça ne fait que 2-3 ans maintenant qu'on réinvestit dans nos centrales, enfin disons depuis Fukushima, donc 4 ans qu'on réinvestit dans nos centrales. Alors est-ce que c'est le moment de prolonger les vieilles centrales ?
Mais alors qu'il y a eu des promesses de fait, notamment par le président François Hollande, sur la réduction de la part du nucléaire dans la consommation. Hier encore, le président a dit que Fessenheim allait fermer. On va bien voir. Heureusement, on lance un programme d'énergie renouvelable très dense. Sauf que Jean-Louis Borloo avait fait la même chose en 2008 et que ce programme n'a pas été réalisé. Et mon inquiétude, c'est est-ce que le lobby nucléaire ne va pas arriver à saboter ce programme énergie renouvelable qui est lancé aujourd'hui, comme il a su parfaitement saboter les programmes énergie renouvelable qu'avait lancé Jean-Louis Borloo. Quand la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, dit qu'il n'y aura pas d'arbitrage sur des fermetures de centrales avant 2019... ça veut dire qu'on n'en fermera pas. Et ça veut donc dire qu'on ne pourra pas en même temps monter la part du nucléaire, la part du renouvelable à 22, 23, 30% et dans le même temps maintenir le même niveau de production d'électricité nucléaire parce que le marché français, il a plutôt tendance à régresser qu'à augmenter. Chacun peut comprendre que ça ne marche pas. Économiquement, ça ne marche pas. Mais ça fait vivre 220 000 personnes. On vous dira, c'est rentable. EDF veut vendre l'EPR à la Grande-Bretagne, son nouveau réacteur. Oui, enfin, ils veulent vendre, sauf que c'est nous qui le payons pour le moment. Hein. C'est nous qui allons investir. Ensuite, l'amortissement se fera par un coût extrêmement important du kilowattheure, qui est du reste contesté au niveau communautaire. Non, le nucléaire a été rentable pendant un certain nombre d'années. Au lieu d'utiliser cette rente à préparer l'avenir, on l'a utilisé à aller vendre du nucléaire dans le monde entier avec des échecs successifs. Et maintenant, effectivement, il y a des très grandes difficultés financières. Je rappellerai quand même que EDF a perdu la moitié de sa valeur en un an et a divisé par 8 sa valeur en 6 ans. Oui, on vous dira, c'est une énergie décarbonée. Oui, finalement, c'est vrai. Conforme finalement aux engagements de la COP21. Oui, c'est vrai que c'est une énergie décarbonée et c'est exploité intelligemment par ses promoteurs, mais c'est une énergie à risque et surtout c'est une des énergies qui devient la plus chère du monde. Parce que le renouvelable, qui est aussi totalement décarboné, lui je le rappelle, devient de moins en moins cher. Et une des difficultés d'EDF, c'est son refus d'adaptation à un monde qui a changé. J'entendais hier à la conférence environnementale Madame Kocher, la directrice générale d'Engie, expliquer la stratégie de son groupe et je rêvais qu'EDF ait la même stratégie. C'est-à-dire de dire maintenant on sort du passé et on n'investit plus que dans le renouvelable et l'efficacité énergétique. Ça changerait la vie de tous les Français. Oui, l'argument qui est de dire ce qui s'est passé finalement en Union soviétique à l'époque ou ce qui s'est passé à Fukushima il y a 5 ans, ça ne peut pas arriver en France parce que nous avons une technologie, ça ne tient pas. M. Chevet lui-même dit que ça ne tient pas. Tout simplement, et je le répète, parce que nous avons des installations qui sont vieillissantes, que nous avons eu beaucoup recours à la sous-traitance, que nous avons peu investi dans l'entretien. Très récemment, le journal de l'énergie, qui fait du reste l'objet de pressions apparemment importantes de la part d'EDF pour avoir publié ces documents, a mis en exergue le fait que, selon les documents internes à EDF, 3% des diesels de secours seulement étaient en bon état. Est-ce que c'est normal ? Je rappelle que les diesels de secours, c'est ce qui se met en marche pour assurer le refroidissement de la centrale quand l'électricité est en panne. Ça a une certaine importance. Hein. On a vu à Fukushima où ça conduisait quand il n'y a plus d'électricité. Oui. On pourrait, comme en Allemagne, se passer du nucléaire en France, Corinne Lepage ? Pas à court terme, évidemment non. Nous sommes dépendants à 76% du nucléaire. Sauf que nous avons perdu énormément de temps il y a 20 ans, quand j'ai eu l'honneur d'être ministre de la République. Le renouvelable représentait 13% de l'énergie. Il en fait 16% aujourd'hui. Ça veut dire qu'en 20 ans, on a été fichu capable de faire 3% de progrès. C'est rien. On est devenu un des mauvais élèves de l'Europe alors qu'on était en tête de l'Europe sur le renouvelable il y a 20 ans. Donc on a pris beaucoup de retard. Et de notre refus effectif de fermer des centrales, à mon sens, va résulter une vraie difficulté de progresser massivement dans le renouvelable. Merci beaucoup, Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement, présidente de CAP21, d'avoir été notre invitée.